mon écran avec une petite presse. Est-ce que vous voyez correctement? Si vous faites des petits pouces ou des petites réactions, savoir si tout est OK. OK. Et bah, c'est parti alors. Ça enregistre tout ça, c'est tout bon. Et ben, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez commun de ce que je peux constater. C'est comment est-ce que notre enfance agit encore aujourd'hui dans nos choix de vie d'adulte. Euh, J'espère juste, désolée, je maîtrise pas très bien Zoom. Alors, un petit aperçu de ce qu'on va voir ensemble ce soir. Déjà pour démarrer, être sûr qu'on parle bien de la même chose, poser des bases communes. On va parler un petit peu de l'enfance, qu'est-ce que c'est, du psychotrauma et du système nerveux. Euh, voilà. Après, on parlera du trio archétypal qui commande nos histoires, nos choix. Ensuite, je vais vous partager un peu ce que moi je peux voir de plus fréquent. Et notamment, il y a trois problématiques qui reviennent en permanence et que je vais vous partager pour avoir des cas un peu plus concrets. Et enfin, je vous partagerai un peu les clés, les choses à faire pour pouvoir progressivement sortir de ce mode pilotage automatique où on n'a pas le contrôle. En tout cas, on a l'impression de ne pas avoir le contrôle. Voilà. Globalement, avant de démarrer, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Marine Durand. Je suis psychopraticienne et facilitatrice en constellation familiale. Mon Mon dada à moi, c'est la construction émotionnelle dans l'enfance. Vraiment toute la partie enfance, comment est-ce que on s'est construit, comment est-ce qu'on a évolué, quelle est notre structure émotionnelle et quel impact elle a dans notre vie aujourd'hui. Pour ça, je me suis formée à différents outils et j'utilise différents outils dans mes accompagnements, les constellations, toutes les notions de psychotrauma. J'ai aussi fait de la sophrologie, de la kinésiologie, de l'harmonisation globale, du dialogue intérieur. Donc tout ça, c'est un mix, un condensé de toutes les pratiques auxquelles j'ai été formée et aussi de mon expérience personnelle. Il y a toute une partie qui est quand même assez autodidacte. Et ça fait 8 ans que je fais ça, que j'accompagne les personnes à Paris ou en province. Et il y a un mot, j'ai envie de dire, hop, attendez, qui me, qui me tient à cœur dans tous ces accompagnements, c'est la notion de lien. Parce que je me rends vraiment compte que on a tous cet attrait pour le lien, cet attrait naturel pour le lien, et on est tous blessés dans le lien. Beaucoup de nos souffrances viennent de cette coupure ou du manque de lien. Et je suis profondément persuadée que ce n'est que par le lien qu'on peut aspirer à, j'ai pas envie de dire le mot guérison, mais à une tranquillité, une stabilité, une sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la mise en lien qui est très présent dans tous mes accompagnements et dans ma manière non seulement d'accompagner, mais d'être aussi. Voilà. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir concrètement? Je sais pas si, enfin, j'ai mis cette image, mais pour illustrer ce cas concret où, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu as un désir. Imaginons, je voudrais vivre une vie de couple harmonieuse, trouver un partenaire respectueux, un job qui me met en joie, un lieu de vie qui respecte mes valeurs, etc. Donc il y a le désir, et toi tu te dis, OK, pour y arriver, c'est par là. Et dans la réalité, tu te retrouves sans savoir pourquoi à partir dans une direction quasiment opposée, qui t'emmène plutôt sur un sac de nœuds et un truc où tu te poses des questions sans cesse en disant mais comment j'ai fait pour me mettre dans une situation pareille? Et le pire, c'est que souvent ça se répète. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois et puis tu y retournes.
Donc c'est de ça dont on va parler ce soir, de vraiment ces chemins qui bifurquent et on ne sait pas pourquoi ça bifurque. On a l'impression que nous, on est au volant de notre vie et à faire nos choix, et puis on se retrouve dévié de notre chemin. Et ça, c'est pas du tout un manque de volonté ou de désir ou de capacité. Il y a vraiment des notions fortes, et aujourd'hui, la neuroscience nous apporte beaucoup de réponses par rapport à ça, qui font qu'il y a un pilotage automatique qui est quasiment inévitable. Et vraiment, c'est voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Pour démarrer dans le sujet, je vous disais tout à l'heure, je vais poser quelques bases pour qu'on parle bien de la même chose. Euh, donc ici, la conférence, c'est comment ton enfance pilote encore tes choix d'adulte. De quoi on parle quand on parle de l'enfance? On parle vraiment de la période de vie qui est, même à la grossesse, naissance, jusqu'à fin d'adolescence, voire vie de jeune adulte. En tout cas, pour moi, ça comprend toute la période de vie jusqu'à la maturité neuronale, qui est à peu près 25 ans. Donc, ça fait quand même une belle tranche de vie. Et avec un recentrage particulier de 0 à 7 ans, puisque là, il y a vraiment une particularité au niveau développement neuronal. Euh, et voilà, donc c'est toute cette partie de vie. Euh, et la particularité de cette période de vie que tous les enfants ont, c'est la vulnérabilité, la notion de vulnérabilité dans le sens où tous les enfants du monde sont dépendants de leur environnement, sont dépendants de la présence d'adultes autour d'eux pour assurer leur sécurité et leur bon développement, etc. Euh, et cette notion de vulnérabilité, elle est hyper importante parce que je trouve qu'on l'oublie souvent. On oublie à quel point on porte en nous ces empreintes de vulnérabilité qui ont été comme une évidence quand on était bébé. Je ne sais pas si vous pouvez mesurer à quel point pour un bébé, c'est évident de pouvoir se déposer dans les bras d'un adulte de tout son être, avec une confiance absolue. Euh, Si vous arrivez à toucher ça, enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de voir ce lien naturel et cette confiance naturelle qu'on a avec les personnes de la même espèce que nous. Euh, et ça, on le porte tous en nous. Il y a beaucoup d'endroits où ça a été fragilisé et malmené. Et en même temps, j'ai l'impression, ce que je vois dans beaucoup d'accompagnements, qu'on cherche à revenir à cet endroit-là, à cet endroit de confiance et de lien euh, où on peut se déposer pleinement. Donc ça, la vulnérabilité comme point commun à toutes les enfances. Cette vulnérabilité, comme je disais, elle a besoin pendant les premières années de vie d'être sécurisée par l'environnement. Et ça, il y a deux besoins fondamentaux pour les enfants dans l'enfance. C'est un besoin d'appartenance, de sentir qu'on appartient à un groupe, à une famille. Et ça nous rapporte, c'est grâce à la sécurité collective qu'on va avoir ce sentiment d'appartenance. Si on regarde chez tous les animaux grégaires, je ne sais pas si on prend les lions, le lionceau, il a vraiment ce sentiment d'appartenance. Et une fois que c'est là, on va pouvoir aller vers euh, nourrir son besoin d'individualité, d'unicité. La sécurité individuelle, de développer sa sécurité en tant qu'individu, qui du coup n'est pas dépendant que de l'appartenance. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, il y a vraiment un besoin d'équilibre euh, entre l'appartenance et l'individualité. Et ça, encore aujourd'hui, ça dicte énormément de nos actions, ce besoin d'appartenance ou d'individualité, selon comment il a été nourri, comment il a été accompagné. Et si je reprends l'image du lionceau qui est du coup avec son groupe d'appartenance,
il va se permettre d'aller explorer le monde parce qu'il sait qu'il peut revenir à l'endroit de la sécurité. Donc petit à petit, la vie, elle se fait comme ça. Les expériences en tant qu'individu, elles se font, elles sont accompagnées par le groupe. Donc ça, c'est dans la version idéale. Euh, voilà, donc ce qu'on va nommer enfance ici, c'est l'ensemble des expériences qu'on a eues sur la période de l'enfance, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et qui du coup se sont imprimées dans nos mémoires, dans notre corps, avec comme fil conducteur justement cette balance entre ces deux grands besoins qu'on porte en nous d'appartenance et d'individualité. Voilà. Il y aura un temps de questions-réponses après, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter au fur et à mesure, et on pourra voir ça après ensemble à la fin. Deuxième point, très important à mes yeux, la notion de traumatisme et de psychotraumatisme. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en cabinet, en séance, avec des blocages, avec un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, euh, et qui me disent assez rapidement, je ne comprends pas parce que j'ai pas vécu de trauma. Il n'y a rien de particulier qui s'est passé dans ma vie. Euh, et justement, là, ça va être intéressant de vraiment distinguer les différents types de trauma. Il existe différents types de traumatismes qui sont très bien répertoriés aujourd'hui. Et du coup, on a le trauma simple, qui est ce que je retrouve le plus souvent dans la définition commune, c'est-à-dire un événement unique et marquant, un accident, un deuil qui survient de manière unique. Et après, on a ce qu'on appelle les traumas complexes, qui vont être là des expériences qui vont être répétées dans le temps. Et dans les traumas complexes, il y a plusieurs catégories, et il y a une catégorie qui s'appelle le traumatisme de développement, qui sont tous les traumatismes, toutes les expériences douloureuses, on va dire, vécues pendant l'enfance. Et ça, donc, vous me voyez venir, mais expérience répétée. Donc, quand ça a été des expériences insécurisantes physiquement, émotionnellement, et qu'elles sont répétées, ça crée du traumatisme. Donc, c'est hyper important de voir qu'on est tous traumatisés, avec certes des degrés différents, avec des origines différentes, mais c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte, de pas minimiser l'impact de l'environnement dans lequel on a vécu. Quand bien même il est plutôt sécure, ça n'empêche pas qu'il y ait des petites choses qui créent en tout cas du traumatisme. Euh, Sachant que, pour rappel ici, le traumatisme, c'est pas l'événement lui-même, c'est la manière dont il a été accompagné pour traverser la charge émotionnelle qui est liée à cet événement. Ça, c'est hyper important aussi, de bien distinguer l'événement de la traversée de l'événement. Euh, il y a une étude qui a été faite et qui dit que 96% des familles sont dysfonctionnelles. Et les 4% qui restent, c'est pas qu'elles sont pas dysfonctionnelles, c'est qu'elles ne sont pas dans le déni et elles acceptent de voir qu'elles sont dysfonctionnelles. Toutes les familles sont dysfonctionnelles. Euh, Globalement, pour quelques questions qu'on peut se poser pour savoir si on a été impacté ou pas, il y a des questions toutes simples comme est-ce que j'ai eu le sentiment que mes parents m'aimaient de manière égale l'un et l'autre? Euh, Est-ce que j'ai eu du soutien émotionnel quand j'ai vécu justement des choses qui étaient émotionnellement chargées pour moi? Est-ce que j'ai été accompagnée là-dedans? Il y a un exemple tout bête qui date d'il n'y a pas longtemps, ce serait la rentrée. Je sais pas, on a tous eu 7 ans, rentrée en CP, le truc genre, oh mon Dieu, dans quoi je débarque? Je veux dire, c'est normal qu'il y ait de la charge émotionnelle, de peur, qui soit présente, mais ça, il y a plein de manières de l'accompagner. Comment est-ce que j'ai été accompagnée pour traverser ça? Euh, c'est tout bête, mais c'est dans des petites choses comme ça, de manière répétée et quotidiennement répétée, que ça crée des traumas qui sont extrêmement complexes.
Euh, donc, est-ce que ouais, j'ai été niée ou invalidée ou mais non, mais t'inquiète pas, tu vas te faire des copines, ça va être super. Voilà, ce qui minimise complètement, on passe à côté de la charge émotionnelle. Ou alors carrément, c'est même pas un sujet. Voilà, c'est sur ces petits exemples-là que on va aller aujourd'hui. Il y aurait plein d'autres manières de parler du trauma et bien évidemment, c'est très large, mais aujourd'hui, en tout cas, dans cette conférence, c'est sur ce genre d'exemple qu'on va aller parce que ça nous concerne tous. Euh, voilà, pour les traumas, j'espère que c'est clair. Une fois qu'on a parlé de l'enfance et des traumatismes, je voudrais vous parler du coup de qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps et dans notre système nerveux. Jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est seulement à partir de 7 ans que se développe la partie du cerveau, les capacités neuronales qui peuvent prendre du recul sur les événements. Et encore, c'est de 7 ans jusqu'à peu près 25 ans. On finit par être vraiment mature autour de 25 ans. Donc tout ce qui se passe avant 7 ans, on n'a physiologiquement pas la capacité de prendre du recul dessus, d'analyser, de savoir s'il y a un réel danger ou pas. Donc beaucoup de choses deviennent un réel danger, en tout cas dans la manière dont on le reçoit. D'où l'importance aussi de se faire accompagner dans nos traversées émotionnelles quand on est petit, parce qu'on n'a clairement juste pas cette capacité de discernement et de pouvoir faire la différence. Donc toutes nos expériences, particulièrement avant 7 ans, mais j'ai envie de dire, ça comprend aussi l'adolescence, sont enregistrées à l'étage du cerveau qui va enregistrer de manière brute et émotionnelle. Donc, il y a plein d'expériences qu'on va faire et qu'on va juger insécures parce que, je le rappelle, notre survie dépend de notre lien avec nos parents, avec nos figures d'attachement. Euh, S'il y a la moindre possibilité que ce lien soit rompu, soit abîmé, euh, il en va de notre survie dans notre corps et dans notre système. C'est ça l'information qui est présente et qui va guider. Donc c'est très important pour notre corps de trouver des solutions. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui passe dans tout le corps. C'est ce qu'on va appeler le système nerveux autonome. Il porte très bien son nom, c'est-à-dire qu'il fait les choses de manière autonome, comme faire battre votre cœur, faire en sorte que vos poumons respirent. Il va fonctionner comme ça de manière très autonome pour des fonctions vitales basiques, mais il fait la même chose euh, par rapport au danger. Donc en fait, dès qu'il va y avoir une expérience qui va être vécue comme insécure, aussi bien, certes physiquement, je me fais attaquer par un loup, bah, mon système nerveux autonome va prendre le pas et va faire en sorte que je sauve ma peau. Mais on parle aussi de toutes les expériences insécures vis-à-vis du lien avec nos figures d'attachement. Et ça, bah, il y en a beaucoup. Ces expériences-là, elles vont s'imprimer dans nos mémoires corporelles et on va y associer très rapidement des stratégies de protection, de compensation, pour venir compenser l'insécurité et trouver une solution pour retrouver de la sécurité, pour pouvoir continuer à vivre, à se développer, etc. Et c'est ça qui va mener à des actions automatiques, à des automatismes euh, physiologiques, j'ai envie de dire, qui vont s'imprimer comme ça, expérience insécure, hop, enregistrement. Et ça, voilà, c'est la base sur laquelle on est construit. Donc, selon les expériences qu'on a eues, selon le degré d'insécurité, et encore une fois, je le rappelle, l'insécurité, c'est pas ce qu'on entend avec nos oreilles d'adultes. C'est vraiment, faut le remettre à l'étage de la vulnérabilité de l'enfant. Euh,
Donc ouais, toutes ces insécurités, elles vont être compensées par des stratégies. On y reviendra après, je vous donnerai des exemples. Mais voilà, comme ça, vous avez la base des mécanismes qui se mettent en place. Et oui, je disais, selon le degré d'insécurité dans lequel on vit, bah, il y en a plus ou moins un grand nombre de strates comme ça. Euh, pour vous donner un exemple concret, avec un trauma simple, j'ai une expérience insécure avec un chien. Je me fais mordre par un chien quand je suis petite. Euh, je vais enregistrer ça comme étant un danger potentiel. La protection que je vais trouver, c'est la fuite. Mon corps va me proposer automatiquement, par exemple, de fuir en courant, ou alors de me battre avec le chien, je sais pas. Mais on va prendre l'option de la fuite. Et ce qui fait que, à partir de ce moment-là où c'est enregistré, à chaque fois que je vais me retrouver face à un chien, ça va réveiller mon envie de fuir. Même si je m'en rappelle pas, hein, peut-être que je me rappelle même pas de la morsure du chien, mais en tout cas, ça va réveiller automatiquement le besoin de fuir. Ça, c'est l'exemple pour un trauma simple. Et pour un trauma de développement, on peut le mettre exactement de la même manière. Je vis quelque chose, je sais pas, je suis en colère, j'exprime ma colère, je me fais punir pour ça, je me fais gronder pour ça, je me fais punir. On me dit, va dans ta chambre pour te calmer. Et du coup, je suis exclue du groupe, en tout cas, imaginons tout le monde est à table et tout, je suis exclue. Ou ça peut arriver en classe, etc. Je vais imprimer ça comme un danger. Si jamais j'exprime ma colère de cette manière-là, avec l'intensité réelle que je vis, je vois que ça fait une réaction où potentiellement il peut y avoir une rupture avec mes personnes d'attachement et avec mon groupe d'appartenance. La solution que je vais trouver, la protection que je vais trouver, c'est de me couper de mes émotions, ou en tout cas de les mettre à distance. Et l'action automatique que je vais avoir derrière, c'est dès que je vais avoir de la colère, la couper et prendre le masque de je vais bien, tout va bien, comme dirait Danny Boone. Euh, voilà des exemples concrets de ce mécanisme qui peut se mettre en place. Euh, pareil, j'espère que c'est clair. J'aime bien en tout cas imager au maximum, essayer de rendre accessible et compréhensible des notions qui sont un peu complexes, mais voilà, les synthétiser. Pour ça, du coup, moi, j'utilise beaucoup les archétypes et les images. Donc, je vais vous présenter le trio, que j'ai appelé le trio archétypal, parce qu'ici, on parle d'archétypes, qui œuvrent en permanence en arrière-plan dans nos vies. Pourquoi les archétypes? Parce que c'est une représentation compréhensible de tous, de ce qui se joue en nous. Et vu qu'on adore raconter des histoires avec des personnages, je pense qu'on est nombreux à avoir cette appétence pour les histoires et les images, etc. Moi, j'adore en tout cas utiliser les images et la représentation pour pouvoir avoir du recul sur les choses, voir à l'extérieur certaines parts de soi, par exemple. Euh, et puis, c'est des images universelles. Donc là, dans la manière dont je vais vous expliquer comment sortir un petit peu de ce mode pilote automatique, moi, j'utilise trois représentations. Une représentation qui va être l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est un archétype qui va inclure toute l'expérience qu'on a dans notre enfance et toutes les mémoires qui y sont associées, en gros. Pour l'enfant intérieur, il en existe, moi, dans mon regard, il en existe une multitude d'enfants qui sont dans des états différents, on va dire, selon ce qu'ils ont vécu, selon leurs expériences. Moi, j'en distingue deux grands. Il va y avoir l'enfant dit blessé, qui est un enfant qui a eu des expériences douloureuses, qui n'ont pas encore été retraversées, qui sont encore stockées, ces mémoires sont encore stockées dans la partie du cerveau qui sont, on va dire, la mémoire vive, euh, la mémoire brute.
Donc ça, c'est ce que moi je vais appeler l'enfant blessé. Et après, on a l'enfant qui se sent précieux ou bien dans ses baskets, qui va être un enfant qui, là, a vécu des expériences dites positives ou agréables, ou alors qui a pu traverser ces traumatismes avec les ressources et l'accompagnement nécessaires. Et donc des mémoires qui ne sont plus stockées de manière vive et, je trouve pas mon mot, mais sensible. Pour chaque enfant intérieur blessé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a un système de protection qui se met en place automatiquement, que moi j'appelle les gardiens. Je trouve que l'image est assez parlante et assez claire d'avoir ces gardiens-là, qui du coup sont toutes nos stratégies de protection, de compensation, le déni, la dissociation, la fuite, l'attaque, le silence, il y en a une multitude. Et il a deux modes pour moi. Quand il est associé à l'enfant blessé, il va avoir un mode, comment dire, en surveillance, dans le sens hyper-vigilance. Ça veut dire que c'est vraiment, il va prendre son rôle très très à cœur. Et dans son mode tranquille, il va être en veille. Un gardien, il est toujours là. C'est juste qu'il est plus ou moins actif. Et enfin, il y a l'adulte, qui est plutôt le résultat derrière tout ça des actions automatiques qui sont menées. Pas que, mais il peut y avoir l'adulte qui est en mode pilote automatique, où là, c'est plutôt l'enfant blessé et le gardien hyper vigilant qui vont agir. Ou alors, on peut avoir aussi la version de l'adulte qui est dans sa souveraineté, sa responsabilité d'adulte et sa puissance d'agir dans le monde. Voilà les trois personnages avec lesquels on va naviguer à partir de maintenant. Et si je reprends du coup notre schéma de départ avec un désir, un fantasme, un désir à réaliser, ce qui se passe en réalité derrière, c'est voilà, c'est ces deux schémas avec d'un côté, quand on se retrouve sur la sortie de piste, moi j'aime bien dire que c'est le moment où on n'a pas la direction assistée. C'est toutes les parties où c'est tous les sujets où il y a des strates de trauma qui n'ont pas été intégrées. Euh, et ça crée, moi, ce que j'appelle un conflit intérieur entre ces différentes parts de nous. On va avoir l'enfant blessé qui va avoir envoyé le gardien pour le resécuriser. Le gardien, il fait comme il peut avec ce qu'il avait à l'époque. Donc, les stratégies, elles peuvent être remises en question aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, à l'époque, c'est cette stratégie-là qui a été trouvée. Et du coup, on a un adulte qui est avec un sentiment d'impuissance. Ça fait un peu, c'est pour ça que j'ai mis un iceberg derrière, parce qu'on a vraiment la partie visible, qui est la partie adulte, où on croit que c'est ça qu'on voit. Et en fait, il y a tout l'inconscient derrière. Il y a tout le dessous de l'iceberg, où en fait, c'est le gardien et l'enfant blessé qui pilotent et qui font des choix en fonction de ce que eux, ils ont vécu et de ce qu'ils ont besoin de vivre. Et donc, l'idée, ce serait de passer en mode direction assistée, direction intérieure assistée, avec des traumas qui sont intégrés. Et là, moi, c'est ce que j'appelle le mode alliance intérieure, où on va créer un cercle vertueux et on va créer du lien. Je reviens avec mon lien encore une fois, entre ces différentes parties de nous. On va redonner sa préciosité à l'enfant qu'on a été, reconnaître tout ce qu'il a vécu, de la manière dont il l'a vécu, sans minimiser, etc. Mais en tout cas, redonner une place à cette vérité-là de vécu et redonner sa place d'enfant à l'enfant. Le gardien peut négocier avec lui, mais en tout cas, mettre à jour. Le problème, c'est vraiment la mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour qui est faite entre le passé et le présent. C'est ce que je vous disais avec ces mémoires-là. Euh, les mémoires qui sont stockées, elles ont pas fait le chemin de mise à jour de aujourd'hui. En fait, on peut prendre du recul, on peut trouver des ressources dont on a besoin, etc. Et ça, le gardien, il n'est pas au courant de ça.
Euh, ça demande d'aller euh, le revisiter, dialoguer avec lui, etc. On verra ça après, mais euh, pour lui permettre d'être un petit peu en veille et en vacances. Euh, et tout ça, ça va donner de la souveraineté à l'adulte d'aujourd'hui. L'adulte va reprendre sa capacité d'agir et ça, c'est grâce à ce cercle vertueux qui est créé entre ces trois personnages intérieurs qui vont collaborer pour aller dans la même direction. Parce que dans le conflit intérieur, on a vraiment chacun qui va dans sa direction comme ça l'arrange. Dans la partie alliance intérieure, on a vraiment une collaboration, on va tous dans la même direction et on s'écoute. C'est pas panique à bord. Donc voilà, c'est ça l'idée. Pour illustrer, je vous propose de vous partager les trois principaux conflits intérieurs que je retrouve chez quasiment tout le monde, qui sont liés à l'enfance. Euh, donc pour chacun, je vais vous parler de la version conflit intérieur et la version alliance intérieure. Et avec qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue. Petite pause. Bon. Le premier grand conflit intérieur que je rencontre, c'est la notion de vérité intérieure. De quoi on parle quand on parle de vérité intérieure? C'est vraiment tout le vécu, le ressenti de l'enfant, euh, qui est un individu à part entière, qui a toutes ses émotions, tous ses ressentis, etc., qui sont différents des adultes autour de lui, et qui n'a pas été reconnu comme tel, vu comme tel. Euh, pour vous donner des exemples tout bêtes, on a peut-être déjà tous entendu. Toi, tu sors, t'es en t-shirt, c'est le printemps, il fait beau, et ta mère elle a froid, et elle te dit mets ton pull avant de sortir, il fait froid. Et toi, tu dis mais non, j'ai pas froid. Si je te dis mets ton pull, c'est moi qui décide. Vous voyez ce genre de choses. Mais non, t'exagères, t'inventes. Euh, Quand t'as une émotion, mais t'as pas de raison de te sentir comme ça. Et puis tous les rôles qu'on peut avoir aussi. Ah, mais toi, t'es vraiment un clown. Ah, mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça. C'est vraiment des petites choses. Ça paraît anodin, mais mettez-le tous les jours pendant 15 ans, des dizaines de fois par jour, parce que vous l'avez à l'école, vous l'avez à la maison, vous l'avez en vacances avec un tel, un tel. C'est des petites choses, mais qui petit à petit, l'enfant, il enregistre que sa vérité, ça, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de place. Ou en tout cas, si il peut y avoir le côté un peu rebelle qui vient, mais ça, se rebeller et vouloir faire entendre sa vérité coûte que coûte, c'est prendre le risque, encore une fois, d'être rejeté ou d'avoir le lien qui se coupe. Donc déjà, à cet endroit-là, il y a une suradaptation qui va être assez rapidement mise en place. Et là, le gardien, qu'est-ce qu'il se dit, lui? C'est il faut couper. Il faut couper, il faut s'adapter euh, pour éviter le conflit. Il faut se taire, il faut adhérer à la vérité de l'autre plutôt qu'à la sienne. Et puis en plus, quand c'est nos parents, je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment un enfant perçoit ses parents. C'est des dieux et des déesses. Je veux dire, t'es un bébé, ton parent, il met la main sur le mur, la lumière s'allume, il fait jour. C'est un truc de ouf, quoi. Donc il y a une valeur qui est donnée déjà, et très rapidement, l'enfant va se dire, en fait, si je veux garder ce lien, il faut que j'adhère à la vérité de l'autre. Euh, donc le gardien, il va créer vraiment de la suradaptation en permanence, ce qu'on pourrait appeler aussi une forme de soumission à l'autre. Euh, ou alors il peut y avoir aussi des cas de rebelles qui sont vraiment très attachés et qui veulent se rebeller pour exister. Euh,
Mais ça, c'est plutôt à l'âge adulte. À l'âge adulte, on voit que le gardien qui est actif à cet endroit-là, c'est, comme je disais, soit des personnes qui vont se mettre en retrait, se taire, ou soit des personnes qui vont au contraire avoir tellement souffert d'avoir été réprimées dans leur enfance, qui vont être dans un rapport de domination, de prendre tout l'espace, de couper la parole. Et ça, en fait, c'est la même souffrance qui est derrière. Donc, à l'âge adulte, dans le rapport, dans le modèle adulte impuissant, ça donne des choses comme des adultes qui doutent en permanence de leurs propres désirs, leurs propres ressentis, qui donnent énormément de valeur au regard, et à la parole des autres, et une recherche de validation, permanente à l'extérieur. Euh, voilà pour la notion de vérité intérieure. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui est très commun, que je retrouve beaucoup. Et quand on passe en mode alliance intérieure, ce que ça donne, euh, c'est que là, l'enfant a retrouvé sa préciosité dans le sens, son unicité. Il a été valorisé dans son besoin d'individualité et il a conscience que tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit a de la valeur, qu'il a le droit d'exprimer ses besoins et ses désirs sans cette peur de perdre le lien. En tout cas, au présent, c'est ça la réalité. C'est que l'enfant, il sort de la dépendance avec ses parents. C'est plus le cas aujourd'hui. On n'est plus à l'âge adulte dépendant de, des autres adultes, de nos parents. On a ce désir d'être en lien, euh, mais en tout cas, c'est plus, on n'a plus la même dépendance à nos parents. Et de vraiment, une fois que l'enfant retrouve ça, fait la mise à jour, euh, il y a énormément de valeur qui revient, énormément de créativité, de préciosité. C'est vraiment quelque chose où il y a toujours énormément d'émotions dans les séances, de prendre conscience de la valeur qu'on porte en nous. C'est quelque chose d'assez abyssal quand on a pendant aussi longtemps mis ça de côté par nécessité. Et quand on se retrouve face à ça, c'est souvent waouh, assez impressionnant. Euh, le gardien, dans ce cas-là, il est tranquillisé. Il est tranquillisé parce que il y a un adulte, une adulte, qui aujourd'hui est capable d'être le parent pour cet enfant qu'il a peut-être pas eu à l'époque. Donc il y a cette capacité à reconnaître euh, ses ressentis comme étant légitimes. Ils sont là, ils existent, ils ont leur place sur cette terre, quoi. Euh, et ça permet aussi de poser des limites de manière beaucoup plus claire, de cesser de s'oublier, de cesser de faire passer l'autre avant soi, de douter de soi. Et ça, le gardien, il aime bien ressentir qu'il y a en tout cas cet engagement de la part de l'adulte. La grande difficulté qu'on a dans toutes ces conflits intérieurs, c'est qu'il y a vraiment une superposition entre le passé et le présent. Comme je disais, les mémoires, elles sont pas stockées aux bons endroits. Et du coup, c'est pas ça s'active parce que ces parts de nous, elles ne savent pas faire la différence entre le passé et le présent. Et là, l'idée, c'est vraiment de redonner sa place à l'enfance et d'avoir l'adulte aujourd'hui et de voir que c'est pas du tout pareil, c'est plus du tout la même chose. Et ça, automatiquement, les gardiens et les systèmes de compensation qu'on a mis en place vont se tranquilliser. Et on va vraiment avoir cette notion de et. J'ai ma vérité et il y a la vérité de l'autre et ça coexiste. Et chacun parle depuis cet espace-là de son propre regard, ses propres lunettes, etc. Mais on va lâcher la lutte d'être entendu, la lutte d'être vu. Ça, c'est dans les couples, c'est hyper présent. Je ne sais pas si vous pouvez voir aussi ces exemples-là où tu es en train de parler de quelque chose qui te tient à cœur et puis l'autre va rebondir ah oui, mais moi. Et ça, c'est pour moi, c'est typique de cette blessure de la vérité intérieure où, bah, enfant, on n'a pas été entendu et du coup, on a besoin de se revaloriser à ces endroits-là. Et ça, encore une fois, ça nous coupe.
du lien à l'autre, ça nous coupe de la relation. Donc d'aller chacun visiter notre rapport à ça, ça change énormément les dynamiques relationnelles qu'on peut avoir après. Et on rentre, une fois qu'on a retrouvé cette sécurité de se dire, OK, en fait, j'ai ma valeur, elle ne dépend pas, elle ne dépend plus du regard de l'autre, et ben ça tranquillise énormément les conversations. Puisqu'on n'est plus parasité par ce pilote automatique qui dit, ah oui, mais et moi, attends, j'ai pas été vu là, j'ai pas été entendu là, et c'est important pour moi. Ok, c'est important pour toi, et il y a un temps pour chaque chose. Vous voyez ce côté, il y a de la stabilité, il n'y a plus l'inquiétude qui prend le pas. Euh, voilà pour la vérité intérieure. Deuxième grand conflit intérieur que je rencontre énormément, c'est autour de la responsabilité relationnelle. Ça, c'est en très résumé quand on devient un sauveur, une sauveuse, euh, que à l'âge adulte, on est dans cette posture d'adaptation pour répondre aux besoins des autres, euh, de, de, de peur des réactions des autres selon ce qu'on va exprimer, selon ce qu'on va dire, selon ce qu'on va faire. Euh, et ça trouve son origine régulièrement, souvent dans l'enfance, quand les places des parents et des enfants n'ont pas été claires, qu'il y avait des responsabilités qui ont été données aux enfants beaucoup trop tôt. Les grands frères, les grandes sœurs qui s'occupent du reste de la fratrie ou des parents absents et donc un enfant qui vient compenser. Ou encore des projections qui ont été faites sur l'enfant de ah, mais tu feras telle étude, comme ça, on sera fier. Dans la responsabilité émotionnelle, l'enfant va rapidement croire qu'il est à l'origine soit du mal-être de son parent, par exemple avec des enfants qui ont toujours entendu ah, mais pousse-toi de mes pattes, ah, mais t'es trop bruyant. Vous voyez ce genre de, pareil, de petites choses du quotidien, mais qui petit à petit imprime cette information de en fait, tu es responsable du fait que j'en ai marre, que je suis en colère, etc. Ou alors, il peut y avoir aussi la responsabilité du bonheur. Oh, c'est grâce à moi que maman est heureuse dans sa vie, papa est fier, vous voyez, ce genre de choses, de rendre fier, d'être l'enfant sage qui réussit pour faire plaisir à ses parents. Euh, et ça, assez rapidement, si on rentre dans ces dynamiques-là avec nos figures d'attachement, on voit bien que en sortir du rôle qui nous a été confié par rapport à cette responsabilité-là, c'est possiblement, encore une fois, perdre le lien, être rejeté. Et donc, le gardien va veiller, bien évidemment, à ce que ça ne se passe pas. Et donc, on va commencer à mettre en place des stratégies d'adaptation, d'être le sauveur, celui qui s'oublie pour les autres, celui qui est toujours là, celui sur qui on peut compter. Voilà, je pense que ça parle à certains ou certaines. Et ça, c'est ouais, c'est très très impactant dans notre vie d'adulte parce qu'on fait énormément de choix inconscients en fonction de ça, de l'impact que ça va avoir sur les autres. Quand on passe en mode alliance intérieure, bah, on quitte le costume du sauveur, hein. On a vraiment un enfant qui retrouve sa place d'enfant. Euh, Parce qu'il y a un adulte, l'adulte d'aujourd'hui, qui est capable de voir, en fait, ça ne me concerne pas, ça ne m'appartient pas. Euh, et c'est pas je m'en fous, mais c'est les limites. Il y a beaucoup la notion de colère quand on va travailler la responsabilité émotionnelle parce que la colère saine est vraiment là pour poser des limites claires pour soi. Encore une fois, on fait des actes et des choses pour se soutenir dans notre vie, nos désirs, et c'est pas contre l'autre. Et ça demande d'être très clair dans nos limites.
Donc dans sa version précieuse, l'enfant est un enfant. En fait, il retrouve sa légèreté d'enfant et sa capacité à, à rêver, à créer et à être dans une innocence d'enfant. Euh, Parce que l'adulte reprend sa responsabilité d'adulte aujourd'hui. Et ça, parfois, c'est compliqué parce que dans ce cas-là, souvent, on a eu des adultes qui ont été défaillants par rapport à leur propre responsabilité. Donc c'est quelque chose qui demande de réapprendre un espace qu'on n'a parfois pas connu. Mais ça donne un adulte qui est en capacité d'être en lien et d'être présent, d'être en lien avec l'autre sans pour autant s'oublier, s'effacer, s'épuiser, se sacrifier. Euh, je pense notamment aux mères de famille. C'est quelque chose qui est euh, très compliqué en termes d'équilibre quand nous-mêmes on se retrouve dans cette place-là. Mais voilà, avec les amis, avec les conjoints. Et donc, le gardien, lui, il peut cesser la suradaptation, cesser de faire plaisir, euh, cesser ouais, de chercher à faire plaisir ou à combler ou à compenser. Et enfin, dernière, dont je voudrais vous parler, c'est le rejet des émotions, qui est aussi extrêmement fréquent. Et qui est assez parlant. Là, c'est vraiment quand enfant, en fait, enfant, je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants, ils ont quand même un super pouvoir, c'est le mouvement. Ils sont tellement connectés à leur corps, ils sont tellement connectés à leurs émotions que ils ont cette capacité que nous, on a perdue, c'est-à-dire de faire circuler leurs émotions. Euh, qui dure à peu près 90 secondes, hein. Je pense que vous avez déjà vu ça, un enfant qui passe d'une émotion à une autre de manière complètement incompréhensible pour nous dans notre regard d'adulte. Euh, mais ils ont ce super pouvoir d'être branchés avec leurs émotions et que ça circule en fait. Mais ça, la plupart du temps, en tant qu'adulte, on est vachement démunis. Beaucoup d'adultes sont démunis par rapport à l'intensité émotionnelle des enfants. Parce que les enfants s'autorisent à aller dans l'intensité avec laquelle ils vivent les choses. Parce qu'encore une fois, comme je le disais au départ, ils n'ont pas la capacité de prendre du recul comme nous, on peut avoir cette capacité-là. Du coup, c'est brut. C'est brut. Donc, on est dans notre enfance très régulièrement coupé dans nos émotions. On doit arrêter de pleurer, on est minimisé, c'est rien, arrête, voire même, voilà, on peut être encore une fois face à des adultes qui sont en réaction et qui du coup vont être dans la colère, dans le déni, dans encore une fois la possibilité d'avoir ce lien qui se coupe. Si j'exprime mes émotions de manière avec l'intensité avec laquelle je les vis, potentiellement, je peux être rejetée ou coupée de mes figures d'attachement, encore une fois. Donc, le gardien arrive pour faire son job, et donc, le choix qui est fait, c'est bloquer, minimiser, atténuer, euh, pour éviter que ça sorte. Et à l'âge adulte, on se retrouve du coup quand même assez dissocié de notre corps, puisque notre corps, lui, il fait ça de manière naturelle et automatique, donc on va avoir une forme de dissociation corporelle assez forte. Et on va chercher à garder sous contrôle, à minimiser nos émotions. Et en plus, la plupart du temps, on se dit, au bout d'un moment, si jamais j'ouvre la vanne, je vais me noyer dans mes larmes. Donc, ce truc aussi, ce cercle, ce serpent qui se mord la queue, où plus t'as maintenu sous cloche, plus tu te dis, là, si j'ouvre, c'est mort pour moi. Donc, je vais continuer à bien... Voilà. Euh, Mais ouais, on perd, en tout cas, on s'éloigne de cette capacité naturelle à mettre en mouvement avec notre corps. Dans la partie alliance intérieure, notre enfant retrouve sa préciosité, sa capacité naturelle à
se laisser traverser par ses émotions et donc ouais, à les vivre. Et ça devient vraiment des alliés parce qu'il y a cette notion que chaque émotion, elle a son message et elle vient nous dire quelque chose. Et quand on peut retrouver ça, cette alliance avec nos émotions, avec notre colère qui dit je suis là pour te permettre de poser des limites saines pour ton développement à toi, ou le développement de ton groupe ou quoi. La joie qui dit voilà, c'est ça moi qui m'émerveille et c'est vers ça que je veux aller. Je veux dire, nos émotions, elles ont un nombre de messages incroyables. Euh, la tristesse, elle est tellement témoin de notre sensibilité au vivant, au lien. C'est, oh, moi j'adore les émotions, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Euh, et donc ça donne des adultes qui sont déjà réassociés avec leur corps et qui ont cette capacité à ne plus rester bloqués à l'endroit de l'émotion. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, il y a une émotion qui monte, on est bloqué, mais après, enfin, je veux dire, l'émotion, elle part pas, elle reste quelque part dans notre corps et on se trimballe après avec cette sensation, notre sac à dos là sur le dos. Et, euh, et corporellement, c'est dur. On somatise énormément aussi toutes les émotions qu'on n'a pas laissées circuler. Euh, et voilà, donc quand on arrive à retrouver ce mouvement et cette confiance naturelle dans notre corps euh, et dans le fait que nos émotions ne nous veulent pas du mal et qu'on peut très bien les exprimer et les vivre avec toute leur intensité tout en vivant de la sécurité. Bah, c'est super, c'est très chouette. Voilà pour toute la partie en tout cas des conflits intérieurs que je retrouve le plus. Euh, pour ceux qui sont arrivés en route, je disais qu'il y avait un temps de questions-réponses à la fin et que du coup, n'hésitez pas à noter vos questions et on pourra échanger dessus avec plaisir. On, on approche de la fin avec justement les clés pour sortir de ce pilotage automatique là. Comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est des clés qui sont issues et de mon expérience que j'utilise encore aujourd'hui quasi quotidiennement, et aussi des accompagnements que j'ai pu faire, donc des choses que j'ai pu observer. Première clé pour sortir du pilote automatique, pour moi, c'est observer son corps. Passer vraiment dans un mode d'observation, de se voir faire. Observer son corps, ça veut dire repérer quand il y a des signaux qui s'activent. Exemple concret, je suis en train de discuter avec mon partenaire et puis là, il me parle d'un sujet, je sais pas moi, il me parle de ma famille ou il me parle d'argent. Voilà, une problématique de sécurité avec l'argent. Il me parle d'argent mais vraiment sujet lambda. Et d'un coup, je m'observe dans mon corps avec soit le cœur qui se met à battre plus vite, d'un coup des tensions dans le corps qui apparaissent. Je change de position. Ah, je me réajuste. Ah, je me tourne. Ou alors, ça fait naître en moi, il y a des choses qui sont encore plus visibles, ça fait naître en moi l'envie de me barrer, de couper court à cette conversation. Ou alors, ça fait naître en moi l'envie de tout de suite lui envoyer une punchline pour que, je sais pas, de l'attaquer. Ça, c'est typique d'un système nerveux qui s'active parce qu'il y a il y a une insécurité qui est retouchée quelque part. Donc, plus vous allez pouvoir vous observer, plus ça va être intéressant parce que vous allez repérer quels sont, vous, vos signaux selon les sujets, mais en tout cas, les signaux de votre corps. Parce que pour moi, le corps est l'inconscient. Le corps, c'est l'inconscient. Donc, il va répondre de manière assez franche et nette. Là où il y a des insécurités, vous allez très rapidement voir qu'en fait, il se passe des choses au niveau corporel. Donc, premier point, de vraiment vous observer au maximum. Quand ça arrive,
et que vous pouvez identifier ces moments-là, de se mettre en pause. Je suis à un déjeuner de famille, je sens qu'il y a des sujets, ouf, je sens mon corps se raidir et mon envie de quitter la table très forte. Je prends un temps entre l'émotion et l'action parce que c'est là où c'est la première action pour dire, OK, j'ai vu qu'il se passait quelque chose, mais je vais pas me laisser embarquer. Peut-être que je vais quand même me lever de table et tout, mais de ramener de la conscience de je vais pas laisser mon système partir en mode automatique. Parce qu'à cet endroit-là, je commence à ramener de la conscience. Et plus vous allez le faire, vraiment le système nerveux, c'est un muscle à remuscler. Plus vous allez le faire, plus ça va s'intégrer de manière naturelle. Troisième point, une fois qu'on a identifié qu'on était en réaction, on a fait une pause. OK, on va pas se laisser embarquer. Les premières choses qu'on peut faire déjà, c'est apaiser son système nerveux. Et ça, une des grandes clés, comme on a vu tout à l'heure, il y a vraiment cette superposition passé-présent. Ça va être de se ramener au présent, là, tout de suite, maintenant. OK, il y a un truc qui s'active, c'est une mémoire, c'est lié certainement à mon enfance. Et là, pour l'instant, j'en sais rien du pourquoi, du comment, et c'est pas le sujet. Mais là, tout de suite, en fait, je suis pas en danger. Je suis pas en danger de mort. Euh, Utilisez vos sens dans ces cas-là. Utilisez votre toucher, utilisez ce que vous entendez, ce que vous voyez. Revenir vraiment au présent. Utilisez votre respiration avec tout ce qui est... je perds les mots. Cohérence cardiaque, pardon. La cohérence cardiaque aide vraiment bien à envoyer le signal au corps que tout est OK, tout va bien. Il y a des exercices aussi qui existent pour soulager le système nerveux qui est activé, avec par exemple des tapotements là, ce qu'on appelle les tapotements papillons. Voilà, revenir dans votre corps, parce que votre corps est en train d'envoyer une décharge liée à des mémoires, et vous pouvez faire la même chose en sens inverse, de lui renvoyer l'info de OK, tout va bien, on va prendre étape par étape, on va pas paniquer, et on va s'écouter. Conseil entre nous. Quatrième point, on en a parlé au tout début de l'impact de la vulnérabilité et à quel point c'est quelque chose qu'on recherche encore aujourd'hui de pouvoir se déposer dans toute notre vulnérabilité. Quand c'est possible, d'oser tester la vulnérabilité. Une fois qu'on est revenu au présent et qu'on a conscience qu'aujourd'hui, on a des capacités qu'on n'avait pas quand on était enfant, d'oser exprimer de la manière la plus simple et la plus proche possible de ce que vous vivez. Si je reprends mon exemple de conversation avec votre partenaire, euh, là, je sens que je suis en train d'être activée, ça m'insécurise, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de prendre un temps à cet endroit-là. Je m'explique pas. Et de vraiment ne pas chercher à comprendre le pourquoi, etc., mais de simplement nommer l'endroit de fragilité dans lequel vous êtes actuellement. Et pour l'avoir déjà essayé des dizaines de fois, on peut être très agréablement surpris par la proposition en face, parce que ça active, je ne sais pas si vous imaginez en sens inverse quelqu'un qui vous pose sa vulnérabilité et qui vous nomme là, je me sens en fragilité et je ne sais pas bien quoi faire. Euh, Ça réveille automatiquement en nous un élan de connexion et de lien. Mais ouais, si vous ne savez pas comment le formuler, vraiment la manière la plus simple, vous imaginez, ah, mais ça, si je dis ça comme ça, vous revenez encore un étage en dessous et encore un étage en dessous, encore un étage en dessous, dire là, je me sens fragile, mais je ne sais pas pourquoi, par exemple. Sortir de l'auto-jugement, on l'a vu depuis le début, là, que nos systèmes de compensation, nos gardiens, ils sont là pour notre survie. Euh, c'est, je fais... Audrey, t'as ta caméra qui est affichée. Salut.
On visite l'espace avec toi. Sortir de l'auto-jugement, ouais, c'est commencer à rentrer en compassion avec son gardien dans le sens où tous nos gardiens et nos systèmes de compensation sont là pour notre survie. Ils ont fait leur job hyper bien. Dans le sens où, enfin, je veux dire, c'est les employés du mois depuis des années et des années. Donc, on a tendance vraiment à dire j'en ai ras-le-bol de ce mécanisme et de ce fonctionnement, je voudrais que ça dégage. Et en fait, ça ne fait qu'alimenter la coupure intérieure, le conflit intérieur qu'on va avoir avec nous-mêmes. Donc, commencer à sortir de l'auto-jugement, d'avoir conscience que c'est normal d'avoir un pied dans le passé, un pied dans le présent, d'avoir une envie d'aller dans cette direction-là, mais que ça prenne un peu de temps et qu'on ne se débarrasse pas comme ça de mécanismes qu'on a eu pendant des années et grâce auxquels on est en vie aujourd'hui. Euh, c'est ce qui va permettre en tout cas d'aller vers une forme d'alliance intérieure. Sixième tips, justement le dialogue intérieur. Donc, donnez-vous du temps pour aller rencontrer votre enfant et votre gardien. Ça peut être sur un sujet en particulier en ce moment qui vous active, d'aller voir qu'est-ce qu'ils se racontent et qu'est-ce qu'ils ont à dire. Alors, il peut y avoir plusieurs formes. Ça peut être sous forme théâtrale, vous prenez, je sais pas, des objets, vous les mettez face à vous et puis vous visualisez et vous voyez qu'est-ce qui vient. Ou ça peut être aussi sous forme d'écriture. Vous donnez la parole à chacun comme une forme de dialogue. Ok, l'adulte aujourd'hui, je suis en train de vivre ça et ça me saoule. Je comprends pas ce qui se passe et j'aimerais en sortir. Le gardien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi t'as à dire? Et de voir qu'est-ce qui sort de ça. Ça peut être un exercice très intéressant. Et comment est-ce que on peut commencer à créer une écoute intérieure, même si on n'a pas les solutions, mais simplement de se dire, on se voit, on s'écoute, et on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se dire, et on va prendre du temps pour ça. Ça sous-entend soutenir son enfant intérieur, et je parle de l'enfant intérieur, donc de tous les enfants blessés, on va dire qu'on a eu, il y en a plusieurs, pour chaque sujet, il y en a un. Euh, et ça va être, quand on voit des méditations d'enfant intérieur, souvent on a la rencontre de l'enfant intérieur, voilà, la reconnexion, tout ça. Euh, Là où j'aimerais mettre un point d'attention, c'est ne pas chercher à solutionner, ne pas chercher à comprendre, à trouver des raisons, mais écouter. Écouter comment lui a vécu les choses, encore une fois, redonner de la valeur à sa vérité à lui, peu importe comment elle a été vécue. Euh, Rentrer en lien avec lui à cet endroit-là et comprendre que son histoire, elle lui appartient et elle vient pas invalider toutes les autres. Elle vient pas invalider l'amour que ses parents ont pour lui, l'amour que lui a pour ses parents, mais il y a des choses qui ont besoin d'être vues et reconnues, sans intervention. Donc, ouais, si vous allez rencontrer votre enfant intérieur, en tout cas, le point de vigilance, ce sera attention à ne pas solutionner, mais à chercher à être en lien. Et ça, de le faire de manière régulière. De s'offrir de la tendresse et du choudoudou à soi-même. Ça aussi, ça demande de passer du ou au et. On l'a vu, par exemple, avec la vérité intérieure, mais d'accueillir toutes les nuances en soi et toutes nos contradictions. C'est aussi sortir du jugement, mais de voir que j'aime mes parents et en même temps, j'ai envie de dire qu'ils ont merdé à plein d'endroits. Ça enlève pas l'un ou l'autre. On n'est plus dans ce choix-là à faire. Euh, j'ai ce désir-là et en même temps, je suis encore rattrapée par mes vieux fonctionnements. Et ça, de vraiment passer dans... C'est normal le et. C'est tout à fait OK d'être des êtres de contradiction et que c'est fait pour être en mouvement. Je vous ramener de la temporalité aussi sur ce que vous vivez aujourd'hui. Ça a une temporalité à partir du moment où il y a un désir pas à pas de, de mouvement,
de questionnement, l'importance des petits pas, ça va faire rire certains qui me connaissent, mais je suis vraiment une partisane de faire les choses étape par étape, même si elles sont petites et que ça ne résout pas tout le problème tout de suite. Mais c'est que du et qui se met en permanence. J'ai encore des insécurités et en même temps, je retrouve de plus en plus de sécurité. Et tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est des systèmes vraiment qui sont complexes et profonds. Et ça demande de passer dans cette hygiène de pensée du et. Avant-dernière, vivre de nouvelles expériences sécurisantes dans le sens où on a été traumatisé par l'expérience et on peut aussi, enfin notre corps a vécu les expériences et les a imprimées d'une certaine manière. C'est encore possible aujourd'hui de faire la même chose. Donc de trouver des espaces où il y a des niveaux de sécurité qui qui sont ceux dont vous avez besoin et qui vous permettent d'aller faire l'expérience autrement. Je pense par exemple à des cercles de femmes, d'aller faire l'expérience du groupe dans des endroits comme les cercles de femmes, les cercles d'hommes. Moi, ça a été beaucoup par exemple les espaces de danse libre. Euh, ouais, des groupes de parole. Enfin là, c'est un peu mon prisme qui donne des idées, mais de trouver en tout cas des personnes ou des propositions qui vous permettent d'aller refaire des expériences qui sont un peu inconfortables parce qu'elles vous demandent d'aller sortir de ce carcan sécuritaire dans lequel vous avez été pendant longtemps et qui en même temps ne vous mettent pas dans la zone de danger, la zone d'insécurité. Et de vous permettre de faire petit à petit de plus en plus d'expériences dans ce sens, ça va vraiment permettre de rééduquer le système nerveux par l'expérience. Et enfin, dernière, ne pas chercher à tout faire tout seul. Euh, Parce que, comme je le disais, c'est des choses qui sont très complexes sur une base qui est là depuis très longtemps. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se soutenir, pour avancer étape par étape. Et il y a des choses où c'est important de se faire accompagner pour avoir le regard extérieur aussi d'une personne extérieure et pouvoir retrouver aussi, notamment pour tous ceux qui ont des attachements évitants, le fait d'arrêter de tout faire tout seul et de pouvoir se déposer dans sa vulnérabilité et de refaire l'expérience d'un accompagnement. Pour moi, un accompagnement, c'est trouver des personnes qui nous permettent de retraverser les charges émotionnelles, là où elles n'ont pas été traversées quand on était plus jeune, là où on n'avait pas les ressources et la sécurité. Donc, c'est trouver des personnes, euh, et notamment des professionnels qui vous permettent de ressentir ce sentiment de sécurité avec lequel vous allez pouvoir retraverser euh, les charges émotionnelles qui sont stockées et pouvoir faire du tri dans les étagères et remettre les mémoires aux bons endroits. Voilà, j'ai fini pour toute cette partie-là d'explication théorique. Pour aller plus loin, juste pour vous dire deux mots sur mes propositions par rapport à tout ce que je vous ai dit. Moi, je propose des accompagnements individuels en visio ou en présentiel à Paris. Il y a aussi des espaces de constellation familiale qui se font soit en individuel aussi, soit en groupe. Il y a à peu près une date par mois. Les prochaines dates à Paris, pour ceux qui sont à Paris, ce sera les 20 et 21 septembre. Avec mon amie Sophie, on co-animera du coup des espaces de constellation. Et pour ceux qui sont intéressés aussi par toute cette partie-là de la construction émotionnelle dans l'enfance, je forme des professionnels soit déjà installé, soit en devenir. Et la prochaine session démarre en novembre. Mais voilà, si vous voulez, on pourra s'en parler plus en détail après. Je vais arrêter de parler et je vais vous laisser poser vos questions s'il y en a. Hop, c'est le moment des questions-réponses ou des partages
expérience ou voilà, ce que vous voulez, s'il y en a. Vous allez pas me faire croire que c'était si clair que personne n'a de questions quand même. Audrey, coucou. Salut à tous, salut Marine. Coucou. J'ai pris en cours parce que je travaillais là jusqu'à 19 heures, mais le peu que j'ai entendu, c'était très passionnant. Je crois qu'il y aura un replay, hein, si j'ai bien lu le Ouais. mail. Il y aura un replay. Après, vous allez recevoir un petit mail avec le lien du replay, avec un petit cadeau promo pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous. Ouais, Ok. c'est active. Et ouais, il y aura un replay avec vous. Ouais, bah, je te remercie pour cette proposition, c'est super, vraiment. Bah, Et, merci euh, d'avoir été là, ouais. et puis c'était le peu que j'ai entendu là, c'était clair. J'ai hâte d'écouter vraiment tout, de prendre le temps de tout réécouter bien comme il faut. Cool, bah, de toute Euh, façon, c'est un sujet qui me passionne. hmm. Mm. C'est fou, hein, des fois on l'a entendu plein de fois et puis malgré tout il y a tout le système qui résiste, hein. Ah, mais et puis c'est presque sans fin, mais j'ai envie de dire que retrouver sa sécurité intérieure, c'est être tranquille avec le sans fin. Mm. Tu vois, je veux dire, j'avais encore rendez-vous avec mon thérapeute ce matin et je me rends compte encore de certains délires de gardiens. C'est hallucinant. Mais tu vois, le chemin se fait avec beaucoup plus de clarté, de tranquillité et de conscience. Et Mm. pour moi, c'est ça, si tu veux, ce qu'on vient chercher en thérapie, c'est cet espace-là de, de pouvoir aborder toutes ces vagues naturelles de la vie, mais avec une forme de détente. C'est possible, Ouais. Mm. mais ouais, c'est assez fou, ouais. On le redécouvre à chaque fois, j'ai l'impression, à chaque sujet qui se représente. Ouais, il y a tellement de choses, tellement de choses. Ouais. Mm. Ouais, bah ouais, on a des enfances riches, avec plein de strates. Ouais, c'est sûr. Mm, Ouais, bah merci Audrey. Je vois que pas beaucoup de questions. mm. Donc ouais, c'est à Charlotte. Salut Merci Audrey, Marie. c'est OK pour toi? Si on passe à... Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super comme première approche par rapport à ton travail. Et c'est vrai que souvent, j'en parle aux gens, mais j'avais pas forcément les termes exacts. Et donc, c'est pas mal d'avoir ce replay parce que oui, j'ai pas pris de notes sur toute la session là, mais sont des problématiques qu'on a vraiment tous. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, merci. Merci, tu vas pouvoir balancer le lien aux gens. Bah, allez voir, comme ça vous... Voilà, c'est exactement ce qui est prévu. Ouais. Ouais, mais tu vois, la notion de vérité intérieure, de responsabilité relationnelle et de rejet des émotions, bon, il y en a deux, trois autres, mais c'est vraiment, ça c'est la partie autodidacte de mon travail, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce sujet-là qui revenait chez tout le monde. Et ouais, je connais personne qui est passé au travers de ça, quoi. Et Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que franchement, malheureusement, ouais, mais c'est aussi à quel point ça impacte notre manière de rentrer en relation les uns avec les autres. Mais quand tu commences à avoir, je vous invite, si vous pouvez, à avoir ce regard. Quand je dis s'observer, il y a s'observer le corps, mais s'observer faire aussi, et réussir à se choper. Moi, j'adore me choper, justement, quand je me vois, tu sais, faire des trucs en automatique et que j'arrive à un moment donné à en sortir et à me voir faire et à me dire, mais c'est pas possible. Et se choper en train d'aller dans des directions
qui sont une évidence pour l'inconscient, mais où le conscient est là, mais non. Mais ouais, ouais, ça c'est très drôle à faire. Ouais, je pense qu'il faut un certain level quand même avant d'y arriver parce que Ouais, je sais pas si c'est level ou si c'est être OK pour jouer à ça. Moi, il y a vraiment ce truc-là de je suis OK pour jouer avec moi-même et, hum, et voir qu'en fait c'est normal, tu vois. Euh, je peux vous partager un exemple que j'ai vécu aujourd'hui, dans le genre se prendre la main dans le sac, tu vois. Où ce matin j'avais rendez-vous avec mon thérapeute et j'avais un peu de temps et je me dis bah tiens je vais me couper les cheveux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai les cheveux vraiment rasés derrière et sur les côtés. Mais rasés ça va, tu vois, pas rasés à blanc. Et je vais pour avec la tondeuse et là je me foire, bien évidemment c'est la première fois que ça m'arrive, je me foire et le sabot part et donc je me tonds vraiment presque à blanc quoi. Et je me dis, putain, c'est fou, c'est beaucoup plus masculin que d'habitude, quoi. Et je fais ma séance avec mon thérapeute et il se trouve que j'ai depuis plusieurs années une problématique avec le féminin, le masculin. Et là, ce qui est ressorti vraiment dans la constellation que j'ai faite, c'est mon incapacité à faire se lier les deux. Les deux énergies sont très présentes en moi, mais il y a une incapacité à les faire se retrouver ou s'allier. Et la séance se termine et je passe devant un miroir et je me regarde et je me dis, putain, mais je porte ma problématique sur moi depuis des années, c'est-à-dire d'avoir vraiment la moitié masculin qui est complètement scindée avec l'autre moitié très féminin, le feu, tu vois, machin. Et tu sais, ça m'est apparu comme une évidence de me dire, mais j'en ai fait, j'ai fait de ma problématique inconsciente une coupe de cheveux. Et maintenant que je le regarde sous cet angle-là, mais ça me fait trop marrer, quoi. C'est une évidence, tu vois. Que ce truc de... Moi, j'aime bien poser cette question-là de qu'est-ce que je cherche à me dire à moi-même au travers de cette manière de parler, de cet acte, de ce choix. Il y a toujours ce truc en tout cas avec cette conscience de qui pilote derrière, de qu'est-ce que je cherche à me dire à moi-même là-dedans. Et c'est ça, se choper, tu vois, enfin, c'est un exemple de se choper, de dire, ah, putain, qu'est-ce que je cherche à me dire à moi-même avec cette coupe de cheveux, tu vois? Mais ça, c'est ouais, dans d'autres exemples, donc, quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui est sur le papier hyper sécurisant, etc., je me suis entendue avoir des pensées hyper dévalorisantes. Alors que la réalité, c'était pas ça. Mais tu vois, j'avais cette petite voix qui cherchait à casser, à trouver la petite bête. Et pareil, dans cette observation, de se voir faire, et en même temps de te dire, attends, il y a un truc qui se passe là, je vais pas me laisser embarquer à cet endroit-là. Encore une fois, d'avoir cette pause entre les deux, et de dire qu'est-ce que je cherche à me dire à moi-même en faisant ça. Donc j'ai eu un petit conseil intérieur avec mes différentes parts, et il y a vraiment tu vois, mon gardien, il m'a dit, en fait, tu as besoin, moi j'ai besoin que tu crois au fait que tu ne peux compter que sur toi. Parce que derrière, l'enfant, il dit, bah ouais, mais nous, on a été abandonnés petits, alors du coup, si on devient dépendant de quelqu'un, potentiellement, on va retrouver la vulnérabilité qu'on avait à cette époque-là. Et donc, le gardien, il avait fait le choix de, OK, il faut compter que sur toi-même. Ce qui m'a créé un attachement évitant de fou, tu vois. Donc, dès que je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à chercher ce qui va pas pour pouvoir valider le fait que j'ai pas besoin de la personne. Et ça, c'est, tu vois, ce dialogue, c'est de dire, OK, c'est ça qui s'est passé et ça a été hyper utile et merci d'avoir été là à cette époque-là parce que, bah, à cette époque-là, ouais, j'aurais pas pu faire autrement. Mais là, c'est pas ça qui est en train de se passer. Et moi, l'adulte aujourd'hui consciente, j'ai envie de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut aller vers ça ensemble? De détricoter, il y a le passé qui s'active, OK, mais là, c'est pas le passé, c'est pas la même chose qu'on est en train de revivre. On va pas faire foirer ça, s'il vous plaît.
Voilà un exemple de s'observer et de se voir faire et de se choper. Je trouve que ça se passe vraiment dans l'observation au départ. Plus tu vas t'observer, plus tu vas reconnaître tes réactions, et plus tu vas créer cet espace de plus en plus long entre la réaction et l'action. Tu vas pouvoir insérer un peu de dialogue petit à petit, et puis après ça devient... Mais c'est une gymnastique, ouais. Voilà. Puis faire ça travail, quoi. Ouais, il faut aller comme à la salle toutes les semaines, remuscler ce système nerveux atrophié pour y ramener de la sécurité. Voilà. Bon, merci à tous ceux qui ont été là, qui ont écouté. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. Justine, coucou. Une petite question ou non? Ouais, une petite question, remarque. Bah déjà, merci beaucoup. C'était hyper éclairant et j'ai beaucoup aimé les exemples que tu as donnés. Ça a rendu très clair, très concret ce que tu disais. Et ouais, et moi, concernant les gardiens, je trouve que, ou les protecteurs, je trouve que le plus challengeant, je dirais, avec eux, c'est de voir qu'ils ont une bonne intention en fait derrière Ouais. tu vois, quand on voit par exemple la critique de soi, enfin, ou ouais, la dévalorisation, enfin, des trucs vraiment qui peuvent être tellement ancrés, tu vois, en nous, et de se dire, ah, il y a vraiment, il y a vraiment cette volonté qui vient de très loin, quoi. Mm, Ou comme tu as très justement dit, c'est avec les outils qu'ils avaient à l'époque, c'était la seule façon de s'en sortir, de garder le mm, lien. mm. Mais c'est vrai que pour l'adulte, je trouve que c'est dur quoi, de Ah, c'est voir, ça. ok, c'est en quoi c'est une protection, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que j'ai dit sortir de l'auto-jugement, parce qu'on a vraiment cette tendance à dire, mais putain, mais tu me saoules, dégage! Et ça, ouais, avec les addictions aussi, par exemple, les troubles alimentaires, toutes ces choses-là. Enfin, on a envie juste que ça s'arrête, et ça paraît complètement incompréhensible. Mais ça montre à quel point il y a un besoin de mettre à jour et d'informer ces parties de nous, parce que là où elles étaient soutenantes pendant très longtemps, elles deviennent ultra limitantes. Ouais. Et je sais pas, c'est comme... je parle beaucoup de tendresse et de douceur. On n'avait pas beaucoup parlé là, mais c'est quelque chose vraiment euh, qui m'accompagne profondément, parce que c'est ce dont on manque énormément. La dureté, on connaît. Mm. Le côté difficile, et ça, on connaît, mais ramener de la douceur, même sur les parties les plus mal aimables, et ça vient dire beaucoup aussi de nous en tant qu'enfants, d'avoir cette sensation d'être mal aimable et de ne pas être en capacité de recevoir la douceur. C'est un énorme challenge pour soi-même que de s'apporter cette douceur dans les endroits qui sont les plus mal aimés chez nous. Mm. Mais c'est un super parallèle avec notre enfance généralement. Euh, et ça se fait étape par étape aussi, tu vois. Ça peut être d'aller le voir un petit peu et de dire, OK, t'es là, et en même temps, je suis pas encore complètement OK pour te regarder vraiment. Mais tu vois, un premier contact, et d'y aller, encore une fois, de respecter le rythme. C'est un truc où, bon, tu vois, tu t'es tourné le dos toute ta vie, c'est step by step que le lien peut se refaire. Et, euh, et ouais, si ça peut t'aider de le personnifier, de le voir comme quelqu'un qui cherche à bien faire et qui n'est pas au courant qu'on peut faire autrement. Mm. Vraiment, les gardiens, ils savent pas qu'on peut faire autrement, et dans toutes les constelles que je fais, les gardiens, ils sont à bout de souffle. Quand tu leur donnes l'autorisation de se reposer, mais ils en peuvent plus, quoi.
parce qu'ils tiennent tout seuls. Tu vois, ils tiennent la baraque tout seuls. En tout cas, c'est l'histoire qui se raconte, eux. C'est si je lâche, la baraque s'effondre, tu vois. Donc, ils tiennent à bout de souffle depuis très longtemps. Donc, si tu arrives à l'imaginer peut-être sous ce versant-là, juste comme étant quelqu'un qui sait pas, qui est pas au courant. Tu vois, Mhm. lui, il a été créé en 95, il est pas au courant qu'en 2025, c'est plus du tout la même époque, tu vois. Mhm. Si tu peux Ouais, 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 utiliser super. peut-être cette image-là pour avoir le parallèle de, tu vois, un mec qui est né dans les années 80, mais Internet, quoi? On peut se voir, on peut s'appeler, se voir à l'autre bout du monde et tout. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais, carrément. Bah, l'autre, il est coincé dans les années 80 avec, avec son Minitel, tu vois. Génial. Si cette image peut te parler, Ouais. Oui, et puis vraiment, l'histoire de la mise à jour, c'est tellement parlant parce que c'est ça. Enfin, en fait, quand tu fais pas de mise à jour sur plusieurs, allez, sur plusieurs années, ben c'est bon, tu peux plus avoir accès en fait aux mêmes informations. Enfin, donc, ouais. voilà, faut faire la bibliothécaire qui vient re-ranger les dossiers aux bons endroits. Mm, Mais parfois, ça prend du temps parce que les archives sont loin et poussiéreuses et inaccessibles. Ça demande un petit peu de réaménagement avant. mm. Mais ouais, bah écoute, j'aime bien l'image du gardien commencé dans les années 80 avec son Minitel. Ça me plaît bien. Mec, il est juste pas au courant, quoi. C'est ça. Donc ouais, ça peut être une manière de l'aborder avec un peu plus de douceur et d'humour. Mm. Bienvenue. Merci, Merci à toi. avec plaisir en tout cas pour en reparler. Ouais. Dernier appel aux questions, il est 20h. Je vais vous libérer pour la soirée. On est vendredi soir quand même. Merci en tout cas à tous et toutes d'avoir été là, à tous ceux qui regarderont en replay aussi. Et bah, voilà, mon chien qui s'est fait tomber des trucs. J'étais en train de dire que je suis disponible si vous voulez échanger, si vous avez des questions qui viennent après par message ou quoi. N'hésitez pas, de toute façon, vous allez recevoir un mail avec le replay, mes infos et ouais, du coup, mes coordonnées. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bon week-end à tous et prenez soin de vous, de vos petits fonctionnements intérieurs. Et puis, si vous avez l'élan de partager aussi les expériences que vous pouvez faire de rencontres avec votre team intérieur, n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire. Ciao à tous. Salut! Merci.